Bonsoir à tous, je m'appelle Florent Artaud, je suis Country Manager France de Seed Legals. Seed Legals, c'est une plateforme SaaS qui permet de digitaliser toutes vos opérations sur le capital, que ce soit du financement, que ce soit la gestion de vos actionnaires ou que ce soit également l'intéressement au capital de vos salariés et de vos équipes. Et d'ailleurs, ce soir, on va parler de ce dernier thème sur le partage du capital et l'intéressement au capital de vos équipes avec Lucas, cofondateur de Caption Market, et Joséphine, qui, elle, est Head of Lyon de la division de la société Maria School. Et donc, tous les trois, ce soir, avec vous, on va échanger sur cette question du recrutement, de l'attractivité des startups au travers du prisme de l'actionnariat salarié, qui est souvent fait en startup sous forme de BSPCE, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Et pour ces sujets, on va balayer tout un type d'éléments et d'aspects, notamment comment attribuer ces BSPCE à vos salariés, comment les répartir, quelle est la fixation du prix d'exercice, quelles sont les conditions de vesting, comment évidemment les monétiser. Et donc, pour éclairer tous ces aspects qu'on va balayer ensemble ce soir, nous avons notre édition du baromètre actionnariat salarié Seed Legals 2022, comme l'année dernière, qui nous donne des éléments ultra éclairants et très pratiques sur les bonnes pratiques justement du marché, la French Tech, sur ce partage du capital. On en parle ce soir, tous ensemble. En intro, 65% quand même des employés considèrent le plan d'actionnariat pour pouvoir rejoindre une start-up, versus 51% dans l'édition 2021. Là, on voit aussi que il y en a 71% qui disent que l'actionnariat salarié motive à rester dans l'entreprise. Donc là, on voit deux points assez stratégiques sur cette logique d'actionnariat salarié, c'est attirer des talents et les engager. Et donc, pareil, côté fondateur, ça fait partie aussi des éléments et des raisons pour lesquelles ils mettent ça en place. Mais voilà, grosso modo, les autres éléments, je vais pas les passer tous en revue parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir parler ensemble, que ce soit avec le panel et l'autre panel en face, qui nous permettra d'échanger, de balayer toutes ces questions. Donc, je sais pas si vous avez des remarques, vous voulez rebondir sur quelques éléments, notamment sur ces chiffres. Moi, je te vois, ouais. Voilà, un chiffre que vraiment, quand j'ai pris connaissance du sondage, que je n'ai pas compris, c'est comment on peut se sentir trop jeune à mettre en place un dispositif, alors qu'en fait, c'est le meilleur moment, parce que c'est là où les actions sont moins chères et du coup les plus incentivantes pour un salarié. C'est vraiment du mal à comprendre ce truc-là, en fait. Donc je vais pas répondre, peut-être que vous avez des éléments, enfin je vais pas répondre à votre place, mais je vais quand même apporter des éléments de réponse. Ce qu'on voit et ce qui ressort de ça, c'est ils se disent en fait, on n'a pas le besoin qui a été qui est venu parce qu'on n'a pas encore de salariés. Et donc ce qui n'a pas suffisamment motivé nous le fait qu'on mette un effort sur la mise en place d'un plan de BSPCE, parce que le plan de BSPCE, déjà effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est un bon et un droit d'acheter une action à un moment déterminé. Mais au-delà de ça, il faut bénéficier, il faut être éligible à ce dispositif de BSPCE. Donc côté société, il y a un certain nombre de conditions que tu connais évidemment, je fais pas cet affront, mais c'est pour le répéter ici, c'est de dire moins de 15 ans la société, qu'elle soit détenue au moins 25% par une personne physique. Il y a un certain nombre de conditions, qu'elle soit soumise aussi à l'IS en France. Et côté bénéficiaire, il faut que ce soit des mandataires sociaux, donc dirigeants de la société, soit des salariés, généralement sous CDI. Et donc, je pense dans ces startups-là, elles n'ont pas encore suffisamment peut-être de revenus ou de moyens pour recruter des personnes en CDI, raison pour laquelle elles se disent c'est un peu trop tôt pour... Je pense que c'est ça. Okay. Et après, dès lors qu'elles ont, et on le voit aussi à Seed Legals, parce qu'on les accompagne vraiment depuis le début, dès qu'elles se créent les sociétés, même très jeunes, dès qu'elles ont besoin, que ce soit un financement en BSR où elles ont un peu de moyens, ou une petite augmentation de capital, ou augmentation de capital tout court, il y a la mise en place d'un plan de BSPC qui peut se poser parce qu'ils disent, OK, on va recruter là un premier profil et on voudrait l'intéresser au capital pour pouvoir l'attirer déjà aussi et le fidéliser. Ah oui. Est-ce que tu voulais rebondir sur... Moi, ça aurait plutôt été sur le 65% ont choisi leur employeur en considérant leur plan d'actionnariat salarié. Ce que je trouve assez intéressant quand on sait qu'en fait la moitié des salariés comprennent pas vraiment ce que c'est et pourtant il y a une grosse majorité qui trouve que c'est important d'en avoir au début. Et je pense que par contre ce que ça montre, c'est à quel point le fait de donner des BSPCE en tant que start-up, ça montre la culture de l'entreprise et la volonté des fondateurs d'impliquer les salariés et de leur donner une reconnaissance. Et ça, je trouve que c'était une donnée
hyper important et qui va dans le bon sens, en tout cas, moi, je trouve. Moi qui suis évidemment moins une experte que vous deux sur les sujets des BSPCE, mais plus dans la partie culture de boîte que je trouve super intéressante et vraiment motivante pour la suite, quoi. Petit sondage rapide, qui est fondateur là, dans la salle? Parfait, pas de tous. Ok, super. Quasi. Et vous avez déjà eu cette question qui s'est posée là pour mettre en place un plan de partage du capital? Moi, a priori, je suis là pour ça. Ouais. C'est super bien déjà. Donc, je suis dans la 3e startup et du coup, j'ai déjà bénéficié de l'SPCE, donc je sais le mécanisme. En tant que salarié? En tant que salarié. D'accord. Donc, je sais pourquoi et comment j'ai envie de l'appliquer. Maintenant, concrètement, comment je vais faire, je ne sais pas encore. Super. Mais voilà. Et donc ça c'est super intéressant parce que tu as du coup les deux casquettes. C'est ça. Et quand tu étais salarié justement, est-ce que tu avais compris la mécanique dès le départ ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour pouvoir Non, mieux la comprendre et la monétiser? mécanique, parce qu'en fait, notamment à ce moment-là, la boîte on démarrait from scratch. Ouais. Mais on avait quand même 2 millions de capital pour démarrer. On montait une plateforme en 1 an. Donc concrètement, sans expert, c'est très compliqué. Et donc sans BSPCE, c'est mort. Enfin, je pense. Pour pouvoir attirer les experts. Exactement. Donc moi, je me trouvais dans cette position-là. C'est pour ça que j'ai pu en bénéficier. Et concrètement, on a monté cette fameuse plateforme pendant 1 an et demi, pour le coup. Mais c'est là que j'ai bien compris le principe des BSPCE. Ok. Merci pour ça. Et là, tu passes côté employeur. L'idée c'est pareil, de ce que je comprends, tu veux mettre ça en place pour pouvoir appliquer, attirer les talents. Alors, qu'est-ce que ce plus serait, qu'attirer, concrètement les recruter. Les convaincre. Ouais, exactement. Enfin, c'est pas vraiment les convaincre. En fait, j'ai des questions assez spécifiques sur comment le mettre en action le plan. Ouais. Parce que l'objectif, ce serait effectivement de mettre en place ces fameuses SPCE pour les motiver à rester sur la durée, parce que forcément c'est applicable sur le temps, et donc ça veut dire de l'investissement. Et donc en fonction de cet investissement, il y aura plus ou moins de BSPCE qui seront alloués à tel ou tel partenaire. Donc c'est ça. Ouais, ça c'est un point assez central parce que en fait l'intéressement au capital et c'est souvent ce qui peut porter à confusion côté salarié, ce qui du coup participe, et ce serait une des premières questions qu'on voulait se poser tous ensemble, sur comment démocratiser et participer à une meilleure connaissance de cet outil. Tu en as déjà eu, donc ça c'est déjà, par la pratique, ça les permet d'avoir une meilleure connaissance. Mais l'idée c'était de se dire, déjà il faut éviter des confusions entre du salaire et du capital. Parce que on est sur deux caractéristiques et deux avantages. Avantage, si je peux appeler ça, mais dans un salaire et un package de rémunération en startup, généralement on a les deux. Et on voit aussi avec ce sondage, on a à la fois du salaire, heureusement on est payé quand même, et à côté on peut être intéressé au capital. Mais les deux ont des caractéristiques fondamentalement différentes. D'un côté, le salaire, on est payé tous les mois, et tant mieux. Et sinon, c'est que ça va pas très très bien. Alors que côté BSPCE, on peut pas monétiser ça tout de suite. Et il y a des plateformes qui permettent potentiellement, quand la société est plus mature, de pouvoir le faire. Et donc c'est là où on se disait aussi, quelles sont les manières de pouvoir justement participer à une meilleure connaissance de ces outils-là, sachant que ça vient dans un élément qui est d'attractivité, comme on se le disait, et dans lequel on retrouve les conditions à la fois les conditions de travail, donc le salaire, l'intéressement capital, et sur le long terme. Donc on reviendra sur la partie long terme et comment le faire. Mais déjà, pour se poser cette question-là sur comment on participe à une meilleure connaissance de l'outil, comment mieux démocratiser tout ça. Ça passe par des magnifiques tables rondes comme ce soir déjà, avec des intervenants aussi brillants que ceux que vous avez en face de vous. Non, mais il y a quelque chose qu'on commence à faire. Certaines boîtes, notamment quand elles sont assez matures, c'est qu'elles font des petits manuels sur les BSPCE en expliquant comment ça fonctionne, etc., etc. Après, pour l'avoir beaucoup vu par le passé et le voir aujourd'hui aussi chez Caption ou à tous les salariés avec lesquels on discute, c'est très difficile de réussir à matérialiser ce que ça peut représenter quand on parle pas en euros. Oui. Vraiment. Et en fait, il y a un truc tout bête à faire, c'est
quand vous proposez à un salarié des BSPCE, déjà se lui parler en nombre de BSPCE, parler en pourcentage, ça n'a aucun sens, c'est des pouillèmes de pourcents, et c'est normal, surtout quand on commence à être nombreux dans une boîte. Donc déjà, c'est de parler en nombre de BSPCE, en valeur actuelle des BSPCE, à valorisation d'aujourd'hui, quand on est levé des fonds ou pas. En tout cas, la valeur qu'aujourd'hui a la société. Si on n'a pas levé de fonds, l'avantage c'est qu'on peut la fixer soi-même, sa valorisation quand même, c'est plutôt sympa. Et ensuite, de projeter dans le temps, de dire voilà, dans les 5 prochaines années, qui est le temps durant lequel je souhaiterais que tu puisses rester, par exemple ce que tu évoquais, on vise d'avoir une valorisation qui soit à Y dans 1 an, Z dans 2 ans, etc., etc. Et du coup, derrière, de tirer tout simplement à partir du nombre de BSPCE, la courbe que ça peut permettre d'atteindre en disant, voilà, au bout d'1 an, tu commences avec 10 000, tu auras peut-être 40 000, au bout de 2 ans, tu auras 150 000, au bout de 3 ans, tu auras 300 000. En tout cas, même si ça se réalisera probablement pas comme ça permet de donner de la vision et aux salariés d'avoir un espèce de comparatif entre différentes offres qu'ils pourraient avoir, et aussi mine de rien son salaire, parce que souvent, même s'il le faut pas, les gens reviennent à ça, se dire combien de fois je peux gagner de plus que mon salaire. Et il y a des boîtes aussi qui le font de manière très simple en disant nous, ce qu'on te donne en BSPCE, c'est l'équivalent de 6 mois, 1 an, 3 ans de salaire. Ça, c'est simple, ça permet tout de suite de représenter le truc, et tu sais que si tu refais le même exercice, tes 3 ans de salaire, peut-être que dans 5 ans, ils se transformeront en 12 ans de salaire, parce qu'entre-temps, la boîte, elle sera valorisée. Donc, moi, ce que je peux juste recommander, et dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre dans quelques mois, donc elle pourra en témoigner, c'est que je pense que si on parle pas en euros, vraiment, ça te parle pas, quoi. Vraiment, et c'est juste logique, en fait. Oui, je pense aussi qu'il y a nous on en a chez Lyon et chez Maria, et en plus de ça, nous on a assisté à des conférences, des top conférences menées par Seed dans certaines formations, et c'est vrai que si les cofondateurs, fondatrices vont pas expliquer concrètement ce que c'est, en fait, on se dit oui, je comprends ce que c'est en théorie les BSPCE, mais je comprends pas forcément, je tilte pas sur la pertinence et sur l'importance que c'est et ce que ça va vraiment moi me ramener. Et c'est, je pense, lié à ça, c'est en fait on te dit oui j'ai des BSPCE, mais si t'arrives pas à te dire concrètement ça va m'amener potentiellement, c'est toujours potentiel, et c'est pour ça que je pense que beaucoup de cofondateurs, cofondatrices osent pas trop le faire aussi, c'est que c'est un risque, ou une chance, ou c'est que c'est pas défini quand on en parle, c'est pas défini de ce qu'on va avoir après. Et je pense que le plus les cofondateurs, cofondatrices en parlent de manière très concrète et très régulière aussi, le plus les salariés pourront enfin comprendre et se l'approprier. Et je pense aussi que le plus transparent possible, le mieux c'est, et c'est-à-dire de pouvoir expliquer pourquoi telle personne va avoir une attribution de temps quand une autre personne aura cette attribution-là, et quand il y a un rededispatch, le réexpliquer le pourquoi. Je trouve que la transparence à ce niveau-là, elle permet de le rendre aussi plus concret, quoi. On avait une question. Tu voulais poser une question? Non, je rebondissais sur ce que vous disiez, c'est que le fait de parler en pourcentage, ça n'a pas de sens, parce qu'en plus, levé après levé, forcément, il y a de la dilution, sauf si ça c'est une question que j'aurais. Donc forcément, après, j'imagine que pour l'employé, c'est bien compliqué de comprendre. Et en plus, souvent, forcément, si on parle en pourcentage, ça reste quand même faible par rapport à une valorisation monétaire. Et là, on parle aussi de connaissances salariées sur comment leur expliquer, mais on peut le témoigner aussi de notre côté. Il y a une connaissance qui est nécessaire côté fondateur, et à 100%, parce que en France, on a un peu moins l'habitude, et on l'a de plus en plus, surtout nous, dans notre écosystème de start-up, où justement, c'est un des outils qui est quand même très utilisé pour des questions de compétitivité, de marque employeur. Mais marque employeur, d'ailleurs, dans le sondage, vous verrez quand vous regarderez tous les résultats, arrive en dernier. Ce qui arrive en premier en termes de raisons pour lesquelles les fondateurs mettent en place ce type d'outil, on revient sur ce qu'on s'est dit, mais c'est attirer donc des talents, c'est les engager, c'est de pouvoir aligner les intérêts avec les autres parties prenantes. Et ça aussi, c'est un point assez important, parce que les autres parties prenantes sont qui? Ce sont les fondateurs, sont les investisseurs, donc les autres associés, et les salariés. Parce que l'idée, c'est de pouvoir maximiser, donc comme tu le disais, sur le prix. Au début, quand on crée la société, elle vaut pas grand-chose, et l'idée, c'est que avec tous nos efforts, on puisse faire en sorte que cette valeur augmente, et participer à cette création de valeur, et pouvoir en retirer de la valeur, aussi de partager cette valeur par ce biais des BSPCE.
Et donc, côté fondateur, il y a un besoin aussi de comprendre bien cette mécanique. Et comme tu disais aussi, oui, il y a de la dilution, comment c'est mis en place, quel pourcentage du capital généralement on va mettre aussi en place quand on est une société. Ça dépend aussi en fonction de ses besoins. Et on le voit là dans le sondage, une majorité, parce que les sociétés sont jeunes, mettent en place des pools d'options qui réservent leur capital pour des salariés moins de 5% du capital, parce que les sociétés sont assez jeunes. Et on le voit après que c'est entre 5 et 10% du capital qui est réservé entre seed et série A. Et après, quand on a d'autant plus de salariés, généralement ça augmente un peu. Et après, si je reviens sur justement la démocratisation, et là je vais passer un peu la parole, ça passe par des exemples de monétisation. Et parce que on peut se dire c'est aussi de la monnaie de singe quelque part des BSPCE où oui tu voulais me recruter mais moi j'ai un salaire qui est tant sur le marché 50 000 euros bruts et je te donne un peu de BSPCE du coup je te paye à 30 000 euros bruts par an et en contrepartie je te file du BSPCE mais pour accepter ça encore faut-il le comprendre et deux il faut que derrière ça puisse potentiellement se monétiser à certains moments. Un exemple qui me vient en tête, c'est vous avez entendu parler de Figma, qui a été racheté 20 milliards par Adobe. J'avais fait un petit post LinkedIn très rapide sur combien ils avaient pu toucher potentiellement, parce qu'il y avait 12% du capital qui était réservé par la société au moment de l'exit. Vous faites le calcul hyper simple. Donc il est faux ce calcul. Hein. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, ils étaient une centaine les salariés côté Figma. De valeur absolue, ils ont touché plusieurs millions chacun. En valeur absolue et avec ce calcul plus ou moins faux. Mais voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a d'autres exemples et ça c'est un exemple un peu stéréotypé. Mais après, il y a d'autres exemples et tu peux nous donner justement sur ces questions de monétisation ou comment ça peut se passer. Il y a plein de choses à dire, mais... C'est vrai que c'est le gros sujet de base, c'est que quand on te donne quelque chose que tu peux pas revendre, ça n'a pas de valeur. Après, ça peut avoir une valeur affective, etc. Mais un BSPCE, généralement, tu dors pas avec le soir sur ton oreiller. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un capable d'acheter. Et de manière générale, ça c'est une aparté, j'avais lu une étude assez marrante là-dessus aux US qui expliquait pourquoi les iPhones étaient aussi chers. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que il t'expliquait, Apple, la marque, blablabla, mais il t'expliquait aussi que les iPhones neufs seraient jamais aussi chers s'ils pouvaient pas se revendre aussi cher en occasion. Et en fait, ils expliquent à quel point le marché secondaire influe sur le marché primaire et sur les prix du marché primaire. Donc tout ça pour dire que quand il n'y a pas de marché secondaire, un bien, il a un prix qui est difficile pour un acheteur à matérialiser parce que derrière, il sera en incapacité de le revendre. Donc par rapport à ce que Flo disait, le vrai comparable le plus ultime, ça reste les boîtes cotées. Parce que les boîtes cotées, je sais pas si certains ont bossé dans des boîtes cotées ici et ont eu des pools de stock option, ça devient vraiment un vrai complément de salaire. Quand on vous demande généralement combien vous êtes payé annuellement, vous allez donner votre salaire plus votre stock option et vous allez tout mettre dans la même phrase, ce qui n'arrive jamais en startup. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'à la fin de l'année, quand on a vesté ces stock options, à la fin on peut les vendre en bourse. Et le cours de bourse, on le connaît à peu près, il fluctue mais quand même pas tant que ça sur la majorité des boîtes. Et ça pour le coup c'est vraiment la monétisation ultime sur lequel vous pouvez accepter en fait une baisse de salaire parce qu'en face vous allez pouvoir avoir la compensation en capital qui va être monétisable. Et c'est vrai que là-dessus c'est quelque chose sur lequel il faut que les startups puissent tendre à aller. Parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et contrairement à ce que beaucoup de fondateurs de startups peuvent penser, c'est pas parce que un salarié il va être en capacité de vendre des actions qu'il va partir. C'est complètement l'inverse en fait. Et je sais pas si vous avez déjà essayé par le passé, certains d'entre vous, de recruter des personnes qui bossent dans des GAFA, c'est impossible. Mais vraiment littéralement impossible. Parce que vous allez pouvoir vous aligner sur la partie salariale. Sauf que derrière, quand elle va vous dire, en fait, moi aujourd'hui, chez Salesforce ou chez Google, j'ai 350 000 $ ou 400 000 $ de stock option que je peux vendre tous les ans, sans me faire chier, en cliquant sur un bouton.
en fait, t'as beau pouvoir t'aligner sur la proposition salariale à 70 000, 80 000, 150 000 euros, en fait, jamais tu pourras t'aligner sur la totalité. Et c'est pour ça qu'ils sont si durs à recruter. Donc après, il y a une autre histoire qu'on vient chercher en start-up, il y a une autre culture, il y a une autre mission, il y a d'autres valeurs, etc., etc. Mais c'est vrai que ce breaker de la rémunération complémentaire, c'est assez typique dans les startups. Et les cas de monétisation aujourd'hui, ils restent rares parce qu'en fait, ils sont liés à une vente de la boîte. Et autant aux US, il y a des boîtes qui se vendent parce qu'il y a des acquéreurs, qui sont aussi des sociétés tech, logiciels, etc. Adobe qui rachète Figma, 2 jours après, Figma est plugué chez Adobe et en fait, ils font 2 fois plus de chiffre d'affaires parce qu'ils ont toute la base Adobe qui peut utiliser Figma. C'est vrai qu'en Europe, c'est quand même complètement différent parce qu'on a assez peu d'acteurs tech puissants. Qui fait que avoir des acquéreurs naturels qui derrière sont capables d'augmenter très fortement le chiffre d'affaires d'une startup, ça existe assez peu. Donc tout ça pour dire que si votre boîte aujourd'hui elle n'est pas introduite en bourse ou elle n'est pas revendue, votre capacité à monétiser vos BSPCE, honnêtement, elle est proche de zéro. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des startups qui se sont montées il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. C'est pour ça que nous on a monté la nôtre en Europe, mais ça reste encore assez rare. Les cas de monétisation restent encore assez rares. Et dans l'environnement actuel où il est compliqué de lever des fonds, comprenez bien que c'est compliqué de lever des fonds, il est d'autant plus compliqué de revendre des actions. Parce qu'un investisseur, aujourd'hui, il va dire, attends, moi je mets 10 millions dans ta société, c'est 10 millions que je veux dans la boîte pour pouvoir avoir 18 mois de cash, plutôt que sur les 10 millions, 6 millions qui viennent dans la boîte et 4 millions qui viennent dans vos poches. Parce que si dans 18 mois on se retrouve sans cash, vu l'environnement actuel, on va peut-être tous perdre de l'argent et moi le premier qui investit chez toi. Voilà, j'étais un peu long, désolé. Non, c'est hyper éclairant. Et en même temps, tu as parlé justement de cette culture de boîte et un peu les différences entre des sociétés plus matures qui soient des sociétés cotées. Et c'est ce dont on a parlé justement en préparant un peu ce panel. Sur les différences en termes de culture, toi, t'en parlais aussi, Joséphine, t'en as vu plein aussi hyper importants. Parce que ça participe avec les autres avantages, je le disais aussi. Et sur ça, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur l'esprit culture d'entreprise, t'en parlais avec l'actionnaire salarié, les autres avantages, comment arriver à avoir un bon cocktail justement pour attirer des gens et des salariés dans sa startup. Ouais, moi je vais peut-être dire quelque chose où tout le monde ne va pas être d'accord avec moi et n'hésitez pas à me contredire. Moi je pense qu'il y a peu de collaborateurs qui restent dans une boîte dans laquelle ils sont pas heureux parce qu'il y a des BSPCE. C'est sûr. Je pense que c'est une mauvaise idée que de dire ça. Je pense que ça peut attirer au départ en se disant ils ont compris que le collaborateur doit être au cœur de tout parce que c'est nous qui allons bosser, c'est nous qui allons y mettre tout ce qu'on peut y mettre et c'est une aventure humaine et c'est beaucoup bosser. C'est pas les startups, c'est pas juste cool quoi. Et je pense que là ça, on est tous d'accord et tout le monde le sait. Pour moi, ce qui fait rester des gens, ça dépend évidemment dans quel cadre, mais il y a beaucoup d'évolution de perspective. Je pense qu'une personne qui se dit je stagne, je m'ennuie, et en plus je suis mal rémunéré, il y a toujours le et en plus. Hein. Il y avait pas que le je m'ennuie. Si on est super bien payé, je pense qu'il y a plein de personnes qui accepteraient d'être super bien payées et de s'ennuyer un petit peu à être bien payé, oui. Mais je pense que pour faire rester quelqu'un, il y a vraiment une énorme partie qui est lui montrer la perspective d'évolution dans la boîte, lui montrer tout ce qu'il peut apprendre. Et évidemment, là, je prêche pour ma paroisse, mais moi, je suis convaincue que l'apprentissage, c'est bénéfique pour la boîte et pour l'individu qui va en fait regagner confiance en lui et qui va se rendre compte qu'en fait, quand on veut, on peut. Et que dans un même métier, si on ne change pas de métier en apprenant et en rajoutant d'autres cordes à nos arcs, ça va nous permettre d'être beaucoup plus performants et de pouvoir aller toucher à d'autres choses. Ça nous permet aussi d'évoluer et donc de partir vers d'autres métiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé parce qu'en découvrant et en apprenant des nouveaux sujets, on se dit en fait, j'étais CSM et je me rends compte que le produit c'est incroyable, je veux devenir PM. En fait, si on va pas chercher ailleurs, si on va pas essayer d'apprendre, de rencontrer et d'apprendre de nouvelles choses, on stagne un petit peu. Donc pareil, je suis en train de faire comme Lucas, il parlait beaucoup, mais là le sujet pour moi de fidéliser un talent, c'est lui montrer les perspectives d'évolution, le faire grandir et l'accompagner à grandir concrètement. Et je reviens sur la partie transparence et sur la partie reconnaissance qui, je pense aussi, est clé en start-up, qui est vraiment et moi, en tout cas, je suis là-dedans à fond, si le collaborateur sent qu'on lui dit pas tout et sent qu'on le met dans une boîte, à un moment ou à un autre, il va le flairer et ça va le faire fuir. Donc moi, je dirais perspective, apprentissage et transparence, communication, ce qui regroupe énormément de points différents.
Mais je pense que c'est ce dont les gens ont envie. Et je lisais un point qui, moi, m'a un peu surpris, où dernièrement, on parle beaucoup du sens au boulot et de à quel point la génération actuelle veut trouver du sens, veut bosser dans une entreprise à sens ou faire un métier qui lui paraît être à sens. Et il y a chacun sa définition du mot sens. Et en fait, je me disais aussi là, avec l'inflation qui arrive, comment ça va se structurer avec, en effet, le salaire aussi. Et en fait, moi, naïve comme je suis, je pensais que le salaire était descendu sous le sens et que le sens était au-dessus. En fait, non, le salaire reste quand même un des critères qui est super important, mais je pense que l'évolution va permettre d'arriver aussi à une augmentation de salaire. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire. Si vous avez des questions sur mon point, n'hésitez pas. En tout cas, nous, sur la partie salaire, c'est ce qu'on voit aussi dans le sondage. On reste quand même à des degrés assez importants de rémunération pour les répondants, qu'ils soient salariés ou même fondateurs. Donc, on reste quand même dans un écosystème où on est relativement bien payé. Mais sur la partie sens, je te rejoins clairement. Et là, typiquement, pareil sur la partie rémunération, le contexte avec le bear market où il y a eu un chute des valorisations, il y a eu d'autres éléments conjoncturels, on connaît tous, dont tu parlais aussi avec l'inflation, qui ont fait que les startups ont dû s'ajuster. On voulait savoir quel était aussi l'impact sur les pratiques et le partage du capital. Grosso modo, on a vu qu'il y a seulement 12% des répondants qui ont été impactés plutôt positivement, où ils ont vu leur en tout cas dispositif plus ou moins renforcé. Mais sinon, la très grande majorité n'a pas vu grand-chose bouger. Donc là-dessus, après, je pense que c'est bien aussi que les startups ne disent je te paye plus, mais je te donne des BSPCE. Ok, tant mieux, parce que de toute façon, il y a le droit du travail qui s'applique en France peut-être et qui est très bien aussi pour protéger quand même des salariés de ce genre de choses. Mais après, si on revient sur la transparence, et c'est vrai que tout ce que tu disais, ce que tu listais, c'est quelque chose qui transcende un peu tout, et y compris la partie BSPCE. La partie BSPCE, c'est juste une chose qui s'imbrique dans ces éléments un peu transcendantaux dont tu parlais. Mais si on prend cette perspective BSPCE sur la partie transparence, des questions qui peuvent se poser aussi, c'est comment expliquer. On en a parlé avec par exemple un petit bouquin qui vulgarise, ou ce type de table ronde, ou également de répéter, comme tu le disais aussi, chaque année ou tous les 6 mois, qui est les fondateurs qui incarnent un peu la vision, qui reparlent des BSPCE, de la valo, etc. Mais ça implique quand même du temps côté startup de pouvoir expliquer aux salariés, mais aussi ça les oblige à être assez transparents sur où ils veulent aller. Et ça, c'est ce que tu disais sur où ils veulent aller. Ok, toi, ta startup aujourd'hui, combien elle est valorisée? T'as besoin d'un certain référentiel. Tu peux rapporter ça au BSPCE, à quel est ton prix d'exercice, mais quelle est la valeur de l'action aujourd'hui. Et donc, comment on pourrait mettre ça en place d'une meilleure façon sur ces sujets de transparence? Est-ce que BSPCE veut dire transparence pour tout ou pas? Comment on arrive à trouver un équilibre là-dessus? Parce qu'il y a des fondateurs, j'en terminerai là sur cette très très longue phrase. On aime tous bien parler, donc c'est bien. C'est pour ça qu'on est là tous les trois. Et donc c'est de se dire, ok, est-ce que je dois partager beaucoup d'informations en tant qu'entrepreneur? Et certains nous disent, moi j'ai pas envie en fait de partager le capital. Là, j'ai échangé avec une startup qui disait, si je mets en place des BSPCE, je veux pas qu'ils soient aux assemblées générales, je veux pas leur donner des informations sensibles. Comment je fais tout ça? Moi, je trouve que c'est un non-sens. Très honnêtement, c'est un non-sens. À partir du moment où tu as envie d'incentiver quelqu'un pour qui se défonce dans la boîte et que la valeur qu'il va créer, il puisse la récupérer à la fin au même titre que toi, je trouve que de ne pas donner l'info, en fait, je comprends même pas. Là, j'ai du mal à comprendre la logique. Si tu vois pas où va la valeur de la société et comment elle va pouvoir l'atteindre, comment tu peux dire qu'on va te la partager, en fait? C'est le côté black box que je trouve assez étonnant quand on dit qu'on a vraiment envie de partager la valeur. Donc après, c'est très propre à chaque personne, en fait. Personnes qui sont très transparentes, d'autres qui ne le sont pas. Et je sais pas s'il y a une personne qui est mieux que l'autre, parce qu'on c'est la culture de la boîte. C'est ça, vraiment, c'est la culture de la boîte. Même j'ai envie de dire, les fondamentaux des fondateurs. Tout simplement, quoi. Et je suis pas certain qu'il y en a un qui soit mieux que l'autre, parce que le désavantage de la transparence, nous on le vit aussi chez Caption, quand tout le monde sait tout sur tout, mais vraiment jusqu'à combien il y a d'argent sur le compte bancaire, où on en est du chiffre d'affaires, il y a une personne qui va partir, il y a des personnes qui vont arriver, etc., combien chaque personne est payée, combien chaque personne a de BSPCE. Et en fait, l'inconvénient aussi de l'hyper-transparence, c'est que ça peut créer des zones de tension là où il y en a pas, en fait. Parce que
Pour nous, c'est des infos qui sont standards en tant que fondateur, parce qu'on les traite 100 fois par jour. Pour des salariés qui n'ont pas forcément non plus l'habitude de cette hyper transparence, un chiffre que tu vas pouvoir donner, ils vont le prendre comme un échec, comme un hyper succès, comme une menace, alors qu'en fait c'est aucune de ces trois choses et c'est juste, j'allais dire, infinitésimal dans toutes les autres infos de la journée ou du mois. Et à l'inverse, ne pas en donner, être en mode black box fait que tout le monde peut s'imaginer n'importe quoi. Moi, je suis quand même toujours plus partisan de me dire, je préfère que les gens se posent des questions sur des choses qu'ils sachent plutôt qu'ils se posent des questions sur des choses qu'ils ne savent pas, où là on commence à créer des pseudo-croyances, des espérances, etc., qui en fait n'ont pas de fondement, et le jour où ce miroir-là se casse, là tout le monde tombe de très très haut. Donc c'est un peu mon avis, mais ensuite c'est vraiment très humain, c'est lié à notre éducation, à notre socialisation très très personnelle, mais j'avoue que c'est un peu dire on va t'incentiver à la valeur et à la performance de la société sans te donner le moyen de le comprendre et le moyen de le suivre. Je trouve ça un peu bizarre, très honnêtement. Je vais rejoindre Lucas, sur le côté transparent. Je suis d'accord, s'il y a trop de transparence, ça peut faire flipper. Et si on prend un exemple du moment du Covid, beaucoup de startups ont dit, en fait, là, potentiellement, dans 3 mois, on est dead. Si ça rouvre pas, peut-être qu'on rouvrira pas. Mais en même temps, ne pas le dire, c'était pas faire confiance, je trouve, aux employés. Et en fait, il faut aussi, moi, je suis convaincue que par moment, c'est en touchant le fond que la boîte peut se relever et que c'est en brainstormant, en réfléchissant ensemble que on peut trouver une alternative. Évidemment, je dis ça, et il y a aussi le contraire qui est de dire, à force de tout dire, on va créer un mouvement de panique. Et en effet, des gens les chiffres, on peut leur faire dire aussi beaucoup de choses. Et si moi, je t'ai dit, on n'a pas atteint notre objectif, on est qu'à 80. Il y en a qui vont se dire, c'est normal, les objectifs sont faits pour être atteints qu'à 80, génial, bravo. Il y en a qui vont dire, putain, merde, qu'est-ce qu'on fait des 20% encore? Et panique à bord. Donc, c'est vrai, je pense qu'ensuite, ça dépend en effet de la culture de boîte et de ce qu'on a envie de transmettre. Mais moi, je dirais, transparence va permettre de motiver, d'engager tes collaborateurs, qui sont pas des enfants, qui sont des gens qui ont envie de bosser et qui ont envie de grandir. Et plus on t'inclut dans une décision strat, plus t'as envie aussi d'y donner à 100%, quoi. Mais, en effet, en gardant en tête, par moment, tu peux faire flipper tout le monde et en fait, ça aura fait l'effet inverse, quoi. Donc, j'apporte pas de réponse à ça, mais je suis d'accord sur la transparence. Il y a pas de réponse absolue. Hein. C'est clair. Après, je pense que tu recrutes les personnes qui sont capables d'accepter l'un ou l'autre aussi. Donc, finalement, si t'es dans l'hyper-transparence, tu vas recruter des gens qui sont capables soit d'avoir une tolérance à l'information, une tolérance au stress, qui sont sinon capables d'être des personnes qu'il faut rassurer, mais qui ont cette capacité, des gens qui sont incapables d'être rassurés, en fait. Beau leur parler 50, 100 fois, ça rentre pas, et voilà, c'est vraiment un comportement très personnel. Et à l'inverse, tu vas pas pouvoir mettre Che Guevara dans une black box, quoi. C'est pas possible, sinon ça va être la révolution. Donc je pense qu'une fois que tu as défini ce socle-là, qui est encore une fois le plus important, mission, valeur, etc., tout le reste, que ce soit une grille salariale, une grille de BSPCE comme nous on a chez nous, etc., très honnêtement, ça coule de sens. En fait, ça coule de sens. C'est vraiment à la base que ce que tu as envie de faire en tant que fondateur, en tant que première équipe. Ensuite, le reste se décline assez naturellement. Au final, c'est de la technique, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est un point aussi intéressant que tu soulignes sur grille de salaire, grille d'equity. Et en fait, là, ne serait-ce que, quand tu le disais naturellement, en fait, par analogie, construire sa grille de répartition de combien donner à qui sous forme de BSPCE, c'est un peu la même chose que définir une grille de salaire. Et donc, on repart sur la même base qui est sur la culture de la société, sur la base de quels critères. Après, au début, ce qu'on observe aussi en pratique, et les données qu'on a, c'est que c'est assez arbitraire au tout début, quand la société est assez jeune. Parce qu'on va pas, faire une usine à gaz, mais comme pour, au final, une grille de salaire, toujours l'analogie là. Quand on a 2-3 personnes, qu'on doit intéresser au capital, on peut donc faire une grille énorme avec plein de critères dedans. Après, plus la société grandit et mature et un nombre de salariés important, plus elle a un besoin de structuration, plus cette question de mise en place, mais comme pour une grille de salaire, la question de la répartition de combien donner à qui se pose. Je sais pas si c'est... Ouais, si, et nous, on a eu ce sujet-là chez Lyon, chez Maria. Donc, Lyon, on a été créé en 2016. On a été racheté par Maria, qui était fondée par nos fondatrices. Donc, on a été racheté, mais c'était tout comme... on est né avant eux, ensuite, nous, on est né après eux. On appartient tous au même. Et donc, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui veulent aider dès le début,
Mais à l'époque, il n'y avait pas des BSPCE. Est-ce qu'il y a une question d'ancienneté? Est-ce que c'est une question de manager par manager? Mais en même temps, chez nous, on a une grille de salaire et c'est très compliqué d'ailleurs à mettre en place entre les salaires sales, les salaires tech, les salaires ops et tous ces sujets-là. Mais elles sont restées, et moi, ce que j'ai trouvé très bien, très transparentes, avec des moments où elles nous ont dit on tente ça, et si dans 6 mois, on se rend compte que c'est pas bien, et ben on rechangera. Et je pense que ça, pour les cofondateurs, cofondatrices, l'avoir en tête que, en fait, on n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on dit un truc à un moment T, qu'on met une grille à un moment T, que c'est gravé dans le marbre et qu'on pourra plus jamais changer. Et moi, de mon côté et côté salarié, j'ai beaucoup apprécié cette transparence-là. Et du coup, nous, on a nos grilles qui sont très, très claires et ouvertes à tout le monde on sait pas exactement qui est payé combien au centime près, mais on a la grille ouverte. Pareil pour les BSPCE, et dès qu'il y a des nouvelles arrivées, tout le monde a cette grille. Et je me suis un peu perdue dans ta question qui était... C'était ça? C'était, est-ce qu'on a des grilles? Voilà, ça. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est un sujet super intéressant. Est-ce que vous avez des exemples de best practices, de grilles? Parce que je suis un peu d'accord sur le fait qu'au début, en fait, moi, je vois le truc dans l'autre sens. Dès le départ, j'ai envie de mettre une grille pour les premiers, pour avoir une cohérence immédiate, soit pour les employés ou pour nous, les fondateurs. Et après, en effet, rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux toujours venir ajuster en fonction des aléas, des top profils que tu recrutes, et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez des exemples un peu de ce qui se fait en fonction du profil, de l'ancienneté, de l'expérience, est-ce que c'est un tech? On a appelé des gens qui ont monté des boîtes à peu près typiquement, moi je vais peut-être pas citer des noms, mais des boîtes de formation similaires avec nous, avec une culture assez proche. On les a appelés et on en a vachement échangé ensemble, on a vachement parlé. Évidemment, Virgile, je pense que si on ne citait pas ce soir, il se serait dit merde, il y a un truc weird, mais Virgile de Figures nous a aussi vachement aidé là-dessus. Et ensuite, c'est essayer, il y a des boîtes qui partagent leur grille, qui peuvent toi t'aider, même si t'en es pas du tout. Si je te dis Alan, tu me diras, ouais, mais enfin, on n'a pas du tout le même but, on n'est pas du tout le même nombre. Ouais. Mais ça peut te permettre peut-être au moins de voir un peu les différences aussi de métier et de proportionnellement, toi, en définir. Et puis peut-être que Lucas et Florent ont d'autres... Là, d'autres exemples, tu les as cités, il y a Alan, il y a Payfit aussi, il y a Caption, il y a celle de Shine, où eux, ils ont clairement mis en toute transparence leur grille à la fois de salaire et d'equity. Donc ça, c'est aller regarder, comme tu disais, pour enseigner. Il y a la tienne aussi chez Caption. Ouais, je sais plus si on l'avait filé, mais nous, la nôtre, on la donne quand on nous la demande. Et ça va te l'envoyer avec plaisir, sans problème. Ça permet de s'inspirer pour prendre des exemples un peu comparables et après avec ces valeurs, ces critères de mettre. Ouais. Et là-dessus, en fait, toutes les pratiques aussi sont pas mal inspirées des pratiques anglo-saxonnes, notamment des États-Unis. Et ça venait souvent, je sais pas si vous connaissez Buffer. Il y a Buffer qui avait commencé sur vraiment toute cette logique de transparence, de grille de salaire et pareil d'equity. Et eux, ils avaient mis aussi à disposition ça. C'était ensuite, c'était Trainline, même Captain Train, qui s'était inspiré de Buffer justement en France sur ça, sur ces pratiques, et après qui avait été repris, qui tournait un peu dans l'écosystème tech. Et il y a aussi Index Ventures qui a ensuite sorti un bouquin qui s'appelle Rewarding Talents, et ça c'est Dominic Jackson, donc Index qui est aussi un de nos VC chez Seed Legals. Et ce bouquin c'est un peu une bible vraiment sur ces logiques d'equity, partage du capital, donc Rewarding Talents. Et eux, ce qu'ils proposaient, c'est un peu une matrice, mais un pourcentage du salaire de base. Et donc, en gros, on dit, je prends selon le critère, tu fais partie de l'équipe sales, tu es junior ou senior, tu fais partie de l'équipe tech, produit, t'es junior, senior, et selon ça, c'est 2 critères, par exemple, tech, non tech, et junior, senior, et avec ces logiques d'expérience, on y met un pourcentage qui s'applique à ton salaire, ce qui te donne un montant, et ce montant, on le rationalise par rapport au prix du BSPCE, donc du prix d'exercice, et ça te donne un nombre. C'est un exemple. Buffer, eux, ils raisonnaient comment? De manière arbitraire, définissait un montant qu'on appelait Start Package. On dit, OK, $10 000, 10 000 euros, 20 000 euros. On y met des coefficients, pareil, ancienneté, expertise, selon l'équipe ou pas, si on veut créer des différences en fonction de l'équipe. Tout ça est classique, et c'est ce qu'ils avaient fait, eux, plus ou moins. Ils avaient mis aussi un risk layer en fonction de quand est-ce qu'on rejoignait la société. Plus on rejoignait la société quand la société était jeune, avec 0 à 2 salariés, par exemple, 0 à 5 plutôt, plus un coefficient multiplicateur, etc. Et donc ça, tout ça est plastique. Mais on voyait 2 approches. Pour moi, il y a 2 grandes familles. C'est soit on prend un package de base, arbitraire, 10 000, 20 000 euros, soit on prend un pourcentage de salaire. Et on commence sur cette base-là, soit en pourcentage référentiel de salaire, soit arbitraire. Et après, on build et on crée son petit truc. Donc ça, c'est...
à vous de faire. Et t'as des exemples, toi, ce que t'as fait? Ouais, nous on a pris une logique un peu différente. C'est que on raisonne par ce que la personne va être capable d'apporter dans la boîte. Et en fait, notre grille de départ, c'est une toute petite partie des skills techniques, à quel point tu es reconnu comme un expert ou pas sur tes skills techniques ou une experte. Et ensuite, c'est plutôt est-ce que tu vas être game changer pour la boîte, et enfin quelle capacité de leadership tu vas avoir dans la boîte. Et la grille te donne un niveau comme ça, donc tu démarres de A à F, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, selon où on va te positionner dans la grille, donc ce qui signifie que chez nous, un junior, il peut être F. Ça peut être quelqu'un d'exceptionnel qui va avoir une place tellement stratégique dans le projet qu'en fait, il peut être plus loin dans la grille, donc être mieux payé et avoir plus d'equity que quelqu'un qui a 45 ans. Donc vraiment, on essaie de raisonner de cette façon-là. C'est parfois plus dur, parce qu'on essaie d'avoir une conviction vraiment forte sur la personne, mais c'est ce qu'on s'est dit, c'est plutôt de juger le potentiel et la place que la personne va avoir dans la boîte, plutôt que son expérience, son ancienneté, etc., etc. Et ensuite, une fois que tu as ça va te donner un pourcentage d'equity. Et le pourcentage d'equity, le vrai gros kicker, c'est celui que Flo annonçait, c'est quand est-ce que tu rentres dans la boîte. Donc tu as 4 personnes, 5, 9, 10, 25 je crois, 25, 40 et plus de 40. Et en fait, toi tu le verras, les négos que tu auras vraiment, elles sont au début. Parce que prise de risque plus importante, généralement tu as moins de cash pour payer les gens, donc assez naturellement on va te dire ouais, je suis prêt à venir chez toi parce que je crois à mort en l'histoire et tout. Par contre, faut que tu me donnes vraiment un truc qui fait que je vais avoir un trigger qui sera peut-être fort et un upside à horizon 4-5 ans. Mais c'est sûr qu'avoir une base dès le début, c'est quand même quelque chose qui aide et je trouve qu'il permet aussi de tester les gens. Nous, les seules personnes qu'on n'a pas recrutées, c'est des gens qui voulaient pas être dans la grille. Donc, en fait, et on leur a expliqué, on a une grille, c'est ça, et la négociation de salaire nous paraissait pas légitime. En fait, une fois que la grille, le plus dur dans la grille, c'est quand t'as recruté personne sur un poste. Parce qu'en fait, au final, tes chiffres, ils peuvent être faux. Tu les as mis parce que t'es allé benchmarker, t'es allé voir sur les salaires, t'es allé voir sur Glassdoor, etc., etc., etc. Mais en fait, au final, quand tu t'es jamais confronté à quelqu'un, c'est plus compliqué. Après, une fois que t'as un poste, par exemple, t'as recruté ton premier sales, ton deuxième ou ton troisième que tu recrutes, le niveau de salaire, honnêtement, il est bon. Donc, si on vient de négocier la grille, c'est qu'on n'a pas compris le concept de la grille. Si on n'a pas compris le concept de la grille, c'est qu'on n'a pas compris tes valeurs de boîte. Donc, en fait, tu recrutes même pas. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi, en tant que founder, de s'enlever de la tête, parce que t'as tellement de trucs en tête, de s'enlever dans la tête de les négos. Ouais. Juste, c'est comme ça. Tu prends ou tu prends pas. Il peut y avoir des discussions, mais en tout cas, si ta grille, elle est fair, tu vois, nous, par exemple, on prend en compte, si t'habites à Bordeaux ou à Lyon, t'as pas le même niveau de salaire qu'à Paris. Si t'as un enfant, si t'as pas d'enfant, t'as pas le même niveau de salaire. Et je trouve que si c'est fait de manière suffisamment fair, c'est tu prends ou tu prends pas, en fait. Ça enlève une charge mentale énorme. Exactement. Ouais. Et si tu prends pas, c'est que t'as rien à faire chez nous. Parce que t'aimerais pas non plus que toi, je t'impose ça et que la personne d'après, elle négocie et que je dise oui. Tu vois, donc en fait, tu casses complètement le côté équitable du sujet. Ce qui revient à tout le travail que t'as mis déjà en place au début sur les valeurs, la mission. C'est le premier truc qu'on a écrit. C'est le premier truc. Avant de faire un deck, avant de parler de business, c'est le premier truc qu'on a écrit. Les 3 founders, c'est vraiment ça. On n'a rien fait d'autre. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire sur le fait que il faut rewarder un peu les personnes qui ont du leadership et qui sont game changers et que du coup les best PCE sont corrélés avec ça. La seule chose, c'est que savoir si la personne va vraiment être game changer, c'est compliqué de le savoir à l'avance. Donc, à quel moment tu lui attribues du coup ces best? Est-ce que c'est de la renégociation par la suite ou est-ce que vous mettez en place les best PCE à X mois après le recrutement? Ils sont forcément attribués post-période d'essai. Ouais, ça, d'accord. Et en fait, pour moi, le caractère game changer, c'est pas tellement la personne, c'est le poste qu'elle va avoir dans ta stratégie. Par exemple, la taupe dans cette salle va avoir un poste ultra stratégique chez nous dans les années à venir. Donc, c'est forcément quelqu'un qui, dans la grille, était assez haute. Okay. Et ensuite, après, c'est une question et je pense aussi d'éducation du marché sur comment on attribue les best PCE. Aujourd'hui, comment on fait? On donne à un salarié une fois. Il veste pendant 4 ans. Généralement, on lui en donne peu ou pas au milieu. Et au bout de 4 ans, il n'a plus d'incentive capitalistique parce qu'il les a vestés. Donc, il n'y a plus rien de nouveau. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet d'éducation. C'est de dire comment, en fait, on peut en donner aux gens tous les ans. Ce qui se passe d'un autre côté aussi. On t'en donne tous les ans. Donc, nous, par exemple, on te donne ton package de base. Tu vas vester sur 4 ans.
Où là, ce qu'on me demande, c'est d'être présent et de te donner pendant un maximum de temps. Et si c'est 2 ans, ça sera déjà génial. Si c'est 4, c'est top. Et si c'est 6, tant mieux. Et par contre, tous les ans, on t'en donne en plus. Okay. Comme ça, t'en as constamment qui courent en vesting. Donc, t'as toujours un intérêt de donner un tout petit peu plus pour l'année d'après. Et si à un moment donné, t'as plus envie de te donner, c'est qu'en fait, tu te sens plus bien ici et autant que tu partes. Ça, c'est la logique un peu de refreshers. Que ce soit chaque année ou tous les 2 ans. Pareil, et ça peut être corrélé aussi avec cette logique de performance. Et d'ailleurs, on le voyait aussi dans le sondage, dans notre baromètre, il y a eu plus de conditions de performance mises dans cette édition, en tout cas, donc sur 2022, que de 2021. Ouais. Et donc, on voit, c'est pour ça que je disais au début que ça sécurise un petit peu plus sur des conditions de perf. Mais attention là-dessus aussi, parce que quand la société est hyper jeune, on revient à les BSPCE, c'est quelque chose qui doit intéresser sur du long terme. Comme disait Lucas, normalement, on voit le vesting, c'est 4 ans en pratique. Pourquoi 4 ans d'ailleurs? C'est plutôt une copie des pratiques anglo-saxonnes, plutôt quelque chose de très rationnel et scientifique. On s'est dit, est-ce que c'est la durée de vie d'une personne en start-up? D'un point de vue professionnel, on entend. Et donc, est-ce que c'est ça ou pas? Bon, peu importe. Mais sachant que le turnover, c'est souvent 3 ans. Mais bref, ça c'est parenthèse fermée. Après, rien n'empêche de pouvoir réattribuer des BSPCE. Si il y a une personne qui a eu entre-temps une promotion, au bout de 1 an ou 2 ans, on peut clairement refléter ça comme pour le salaire, encore une fois. Une augmentation de salaire, on peut corréler le nombre de BSPCE qu'on t'avait donné au début. S'il faut, on disait, t'avais pas le poste hyper clé, mais t'as évolué, et en plus de ça, t'es passé sur un poste hyper clé. On va refléter en te réattribuant des BSPCE pour refléter ce que tu aurais eu si on t'avait recruté à ce poste, à ce niveau-là, maintenant que tu y es. Et donc ça, il faut voir vraiment cette logique de manière assez plastique. Et tu as raison de dire ça participe à une meilleure compréhension de cet outil qui reste quand même assez flexible. Il y a, d'un point de vue juridique, généralement, les associés donnent une délégation de pouvoir au président ou à la présidente qui dure 18 mois pour attribuer un certain nombre de BSPCE qui forment l'option pool dont on parle. C'est un peu vraiment vous, votre petit portefeuille de BSPCE, combien vous allez pouvoir en donner. Vous allez piocher là-dedans dans ces 18 mois là pour en donner à qui vous voulez selon les conditions que vous définissez. Donc souvent, quand vous avez levé des fonds, il y a aussi le board qui demande au préalable valider les conditions de ce plan de BSPCE. Est-ce que c'est bien avec 4 ans, un nom de cliff, blablabla, pour aussi vérifier que vous attribuez pas non plus tous les BSPCE pour vous, fondateur. Mais je me relue. Donc ça, non, ça fait partie des décisions qui sont dans la compétence du board. Mais tout ça pour dire, clairement, on peut redonner et en donner de manière assez continue. Après, il y a la question aussi, il faut arriver à, encore une fois, à mon sens, décorréler du salaire et des BSPCE, parce que redonner des BSPCE, c'est pas je te donne une prime de 13e mois, quoi. On revient à ce que tu disais, tu vas pas payer ni tes vacances, ni quoi que ce soit avec tes BSPCE, ni même dire, moi je veux acheter une maison, faire un prêt à ma banque, tiens, je peux mettre des BSPCE, ils vont te dire, non, je pense pas, non. Donc c'est là où on voit à la fois c'est un outil hyper utile, flexible, mais qui mérite quand même encore une fois une meilleure connaissance des pratiques. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis complètement d'accord. Juste Lucas, je me demandais comment, tu vois, on parlait du leadership tout à l'heure, et tu vois, le leadership c'est très dur parce que c'est pas quantifiable et chacun peut avoir sa vision du leadership. Ouais. Et c'est là où je me dis ce qui doit être dur, c'est du coup la négociation, elle rentre dans ça, quoi. Moi, je peux dire, je suis leadership, tu as donf. Toi, tu me diras, non, ma poule, t'es à 5%, sorry, mais on n'y est pas, quoi. Et c'est là que je trouve que ça doit être dur parce que... T'as des scores d'ailleurs pour chacun des points, où tu as des critères dont tu parlais, typiquement le leadership, parce que toute la question après, c'est effectivement, c'est rationaliser ça, quoi. Ouais. Très honnêtement, on devrait faire des scorecards, on les a pas faites, mais en fait, très honnêtement, il y a jamais de négo avec la recrue sur le niveau sur lequel tu la places. Il y en a vraiment jamais. Et comment définir le leadership en tant que tel, ça après c'est ultra complexe. Le seul avantage c'est que on est 3 fondateurs, donc si t'en as 2 qui sont d'accord, le troisième peu importe ce qu'il dit, en tout cas ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais je sais pas, c'est un choix qu'on a voulu faire, de se dire ça. C'est peut-être une grosse connerie, c'est peut-être trop ambitieux, mais jusqu'à présent ça a pas trop mal fonctionné. Après les autres, si on reprend par exemple CPFit ou même on reprend un peu les grilles Buffer ou autre, ce qui tourne pas mal, et c'est souvent en termes de soit responsabilité, soit leadership ou ce qu'on peut y mettre dedans, c'est ok, je suis lead
head of, Ouais, c'est clair. Ça VP, fonctionne très bien. C-level, et c'est ce genre de strates-là de responsabilité qui servent à y mettre des coefficients pour en donner un peu plus de SPCE, mais, et pareil pour des grilles de salaire. C'est là où est-ce que, selon ton poste, c'est un peu les fameux coefficients dans les conventions collectives que vous connaissez tous. On aime bien. Donc, prenons convention collective Syntex avec les coefficients. Par exemple, des blagues à part, ça revient en fait comment rationaliser tout ça, quoi. Ouais, la seule chose que je trouve dommage là-dedans, c'est que on donne plus aux gens qui ont déjà plus. Enfin, on donne plus de BSPCE à des gens qui ont déjà un plus gros salaire. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage, je trouve, dans cette approche-là, même si au final elle est logique, parce que les gens qui doivent payer plus sont censés être des gens plus stratégiques, parce que sinon tu les paierais pas autant, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'avoir ce poste-là. Mais c'est vrai que c'est le petit truc que je trouve dommage là-dedans, c'est que on donne aux riches, entre guillemets, j'exagère, un peu provoquant, mais en tout cas, ça c'est une base qui fonctionne très bien dans 99% des boîtes. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'ADN des fondeurs. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne et de mauvaise pratique. Le tout, c'est d'être transparent, comme disait Josécine. Et d'avoir fait en réfléchissant quand même. Exactement. Et d'être droit dans ses bottes. Ouais. Parce que là, le critère, justement, qui permettrait d'éviter le biais de donner justement toujours à ceux qui sont les mieux payés, etc. Ce serait justement là un critère pour essayer de corréler cette différence entre pareil, les salaires et de s'en donner plus peut-être. Et c'est là où on revient. Le moment où tu rentres, ce que tu disais. Ouais, le moment où tu rentres, t'as pris plus de risques et quand même, peu importe que tu sois plus payé ou moins payé, ça c'est ces critères-là qui permettront de construire un peu votre réflexion et la grille, la manière dont vous pouvez attribuer au BSPCE. Ça fait